Le maillet du juge n'était pas encore tombé que déjà mon ex-femme Rebecca se penchait vers son nouveau compagnon et riait. J'ai entendu chaque mot de l'endroit où j'étais assis seul à la table de la défense. Aucun avocat à mes côtés. Juste une mallette en cuir usé qui avait appartenu à mon grand-père. «Regarde-le», a chuchoté Rebecca assez fort pour que la moitié de la salle d'audience l'entende. Trop fauché pour même engager un avocat. Ce sera fini en 10 minutes. Son nouveau compagnon Pierre Delorme esquissait un sourire narquois depuis sa place dans l'assistance. Pierre portait un costume qui coûtait probablement plus cher que tout ce que j'avais gagné ces 3 derniers mois. Il était tout ce que Rebecca semblait avoir recherché lorsqu'elle avait décidé que nos 12 ans de mariage n'étaient plus suffisants. Riche, prospère, bien connecté, le genre d'homme qui pouvait s'offrir le meilleur avocat spécialisé en divorce de la région. Cette avocate, maître Sophie Leblanc, était assise à la table de la partie adverse, feuilletant des documents avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire. Elle m'a jeté un coup d'œil une fois remarquant mon costume de prêt-à-porter et mon apparence solitaire, puis m'a totalement ignoré. Je ne méritais pas son attention. L'huissier audiencier a appelé l'audience. La juge Hélène Fournier est entrée une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et réputée pour ses décisions sans appel. Elle siégeait depuis 30 ans et avait vu tous les stratagèmes possibles. Il s'agit d'une requête en manquement aux obligations, a annoncé la juge Fournier, s'installant dans son fauteuil et examinant les documents devant elle. Maître Leblanc, vous pouvez commencer. Maître Sophie Leblanc s'est levée et je devais admettre qu'elle était impressionnante. Elle se déplaçait avec une précision rodée, chaque geste calculé pour inspirer l'autorité et la droiture. Et « Votre honneur » a commencé Maître Leblanc, sa voix emplissant la salle d'audience. Ma cliente, Madame Rebecca Dubois, a été victime de violations scandaleuses de vos précédentes ordonnances. Le défendeur, Monsieur Nicolas Dubois, a été expressément ordonné de verser une prestation compensatoire de 4 000 € par mois à compter d'il y a 3 mois. Il n'a pas effectué un seul versement. Elle a sorti des documents, les brandissant, comme s'il s'agissait de textes sacrés. De plus. Votre honneur, Monsieur Dubois, a été ordonné de maintenir le domicile conjugal jusqu'à la finalisation de la liquidation du régime matrimonial. Au lieu de cela, il a laissé la propriété se dégrader, coûtant à ma cliente des milliers d'euros en entretien et réparation. Rebecca a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Je reconnaissais la mise en scène. Elle avait répété cette routine de pleurs devant notre miroir de salle de bain lorsqu'elle planifiait tout ça. Votre honneur, a poursuivi Maître Leblanc prenant de l'élan. Monsieur Dubois a fait preuve d'un mépris total pour l'autorité de ce tribunal. Il a ignoré toutes les ordonnances, violé tous les accords et démontré qu'il se croit au-dessus des lois. Nous demandons qu'il soit reconnu coupable de manquement aux obligations et condamné à 30 jours de détention à la maison d'arrêt pour lui apprendre que les décisions de justice ont des conséquences. Elle s'est assise avec un sourire satisfait. 30 jours de prison. C'était sa première manœuvre. Rebecca rayonnait depuis l'assistance, probablement déjà en train de planifier comment elle raconterait cette histoire à son prochain déjeuner au club de golf. La juge Fournier m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Monsieur Dubois, avez-vous une représentation légale ?»« Non, votre honneur, je me représente moi-même. » Une vague de murmures a traversé la salle d'audience. Le rire de Rebecca était le plus fort. « Vous comprenez que ce n'est généralement pas conseillé ?» a demandé la juge. « Je comprends, votre honneur, mais parfois un homme doit travailler avec ce qu'il a. » La juge Fournier a hoché lentement la tête. « Très bien. Souhaitez-vous répondre à ces allégations ?» Je me suis levé et la salle d'audience est devenue silencieuse. Je sentais tous les regards sur moi. Rebecca et Pierre me regardaient avec un amusement à peine dissimulé. Maître Sophie Leblanc vérifiait sa montre, calculant probablement à quelle vitesse cela se terminerait. J'ai pris la mallette de mon grand-père, le cuir poli par des décennies d'utilisation. Mon grand-père avait été procureur dans les années 70 et 80. Il avait pris sa retraite avant ma naissance, mais il m'avait tout appris sur le droit qui n'est pas couvert dans les manuels. « Votre honneur !» ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Avant de discuter du manquement aux obligations, je dois aborder certaines questions fondamentales concernant les ordonnances que Maître Leblanc prétend que j'ai violées. Le sourire confiant de Maître Sophie Leblanc a légèrement vacillé.
L'ordonnance de prestation compensatoire datée du 15 avril. Ai-je poursuivi sortant un document de ma mallette. Votre honneur, je souhaite déposer cette copie de l'ordonnance originale comme pièce à conviction. Je me suis avancé et j'ai remis des copies à l'huissier, qui les a distribuées à la juge et à la partie adverse. Maître Leblanc a froncé les sourcils en lisant le document. Comme le tribunal peut le voir, ai-je dit, l'ordonnance originale stipule que les paiements de prestations compensatoires commenceraient 30 jours après que j'ai reçu une notification officielle par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cabinet de Maître Leblanc n'a jamais envoyé cette notification recommandée. J'ai le relevé postal montrant qu'aucune lettre recommandée n'a été reçue à mon adresse pendant la période pertinente. J'ai également déposé ces relevés. La juge Fournier les a étudiés attentivement. De plus, ai-je continué, l'ordonnance stipule spécifiquement que les paiements sont subordonnés au maintien de ma situation professionnelle inchangée. 3 semaines après l'émission de l'ordonnance, j'ai perdu mon emploi à la Manufacture Dupont en raison de circonstances totalement indépendantes de ma volonté. L'usine a fermé licenciant 240 employés. J'ai soumis une notification de ce changement de situation au tribunal, demandant une audience de modification. Plus de documents ont été déposés, lettre de licenciement, demande d'allocation, chômage, ma demande d'audience de modification. Cette demande n'a jamais été programmée, ai-je dit. Au lieu de cela, Maître Leblanc a déposé cette requête en manquement aux obligations, affirmant que j'ai volontairement violé une ordonnance qui n'a jamais été correctement exécutée et que j'avais des motifs légitimes de demander une modification. La salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Rebecca ne souriait plus. La juge Fournier s'est penchée légèrement en avant. Maître Leblanc, votre cabinet a-t-il envoyé la notification recommandée comme l'exige l'ordonnance ? Maître Sophie Leblanc s'est levée rapidement son sang-froid, vacillant un peu. Votre honneur, nous pensions que le courrier simple était suffisant étant donné que M. Dubois était au courant de la procédure. L'ordonnance exige spécifiquement une lettre recommandée avec accusé de réception, a déclaré la juge Fournier, son ton se refroidissant. L'avez-vous envoyé ou non ? Nous ne l'avons pas envoyé, votre honneur, mais l'intention de l'ordonnance était claire. L'intention, ai-je poliment interjeté, est sans pertinence lorsque l'ordonnance contient des exigences procédurales spécifiques. La loi exige une notification recommandée précisément pour cette raison, établir un enregistrement clair du moment où les obligations commencent. La juge Fournier a hoché lentement la tête. Continuez, monsieur Dubois. Vous avez mentionné le domicile conjugal. Oui, votre honneur. Maître Leblanc affirme que je l'ai laissé se dégrader. La vérité est quelque peu différente. J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté à un petit projecteur portable que j'avais apporté, et avec la permission du tribunal, j'ai affiché des photographies sur le mur de la salle d'audience. La première image montrait notre ancienne maison en parfait état fraîchement peinte, la pelouse tondue tout impeccable. Ceci a été pris par moi il y a 2 semaines, ai-je dit. Comme vous pouvez le voir, la propriété est en excellent état. Ce que Maître Leblanc a omis de mentionner, c'est que Rebecca et son nouveau compagnon ont emménagé dans la maison immédiatement après notre séparation. Ils y vivent depuis 4 mois. Le visage de Rebecca est devenu pâle. Pierre s'est agité inconfortablement sur son siège. Selon l'accord de liquidation du régime matrimonial, ai-je poursuivi. Rebecca a l'usage et l'occupation exclusif du domicile conjugal en attendant la division finale des biens. Toute question d'entretien relève donc de sa responsabilité en tant qu'occupante. J'ai été spécifiquement interdit d'accès à la propriété par une ordonnance de protection provisoire que Maître Leblanc a obtenue sur des motifs discutables. J'ai déposé cette ordonnance de protection ainsi que des correspondances de l'avocat de Rebecca, me défendant explicitement d'accéder à la propriété pour quelque raison que ce soit, y compris l'entretien. Ainsi, lorsque Maître Leblanc prétend que j'ai laissé la propriété se détériorer, ce qu'elle dit, en réalité, c'est que sa cliente n'a pas entretenu une propriété dans laquelle elle vivait et veut maintenant me blâmer pour des dommages qui soit n'existent pas, soit ont été causés pendant son occupation. D'autres photos sont apparues,
des gros plans de la propriété ne montrant absolument aucune détérioration. J'avais pris ces photos depuis le trottoir public, veillant à tout documenter sans violer l'ordonnance de protection. Maître Sophie Leblanc était debout. Votre honneur, c'est sans pertinence. Les échecs financiers du défendeur n'excusent pas le manquement aux obligations. En fait, ai-je dit calmement, ils le font lorsque les ordonnances du tribunal cité n'ont jamais été correctement exécutées et lorsque la base factuelle de la requête en manquement aux obligations est manifestement fausse. Je me suis retourné vers la juge Fournier. Votre honneur, je ne suis pas ici pour affirmer que je suis irréprochable dans la dissolution de mon mariage, mais je suis ici pour m'assurer que les décisions de justice sont fondées sur des faits plutôt que sur de la fiction, et que les pouvoirs de sanction ne sont pas utilisés comme des armes dans les procédures de divorce. Il y a encore une chose, ai-je dit fouillant à nouveau dans ma mallette. Maître Leblanc affirme que j'ai fait preuve de mépris pour l'autorité de ce tribunal. Je voudrais aborder cela directement. J'ai sorti un dossier épais. Votre honneur, ce sont des copies de toutes les pièces déposées dans cette affaire, chaque requête, chaque réponse, chaque mise à jour de situation. J'ai respecté toutes les exigences procédurales, déposé chaque document à temps et comparu à chaque audience. Le dossier parle de lui-même. J'ai déposé le dossier. La juge Fournier a pris son temps pour l'examiner. En revanche, ai-je poursuivi, je voudrais attirer l'attention du tribunal sur les pièces déposées par la demanderesse, en particulier les formulaires de déclaration concernant les revenus et les biens. J'ai sorti les déclarations financières de Rebecca, celles que son avocat avait soumises pendant la phase de communication des pièces. Selon ces documents soumis sous peine de parjure, Rebecca affirme qu'elle n'a aucun revenu indépendant et qu'elle a besoin de 4 000 € par mois de prestations compensatoires pour maintenir le niveau de vie conjugale. J'ai marqué une pause, laissant l'information faire son chemin. Cependant, j'ai des preuves que Rebecca est employée depuis 7 mois chez Immobilière Delorme, la société de promotion immobilière appartenant à son nouveau compagnon Pierre Delorme. Elle reçoit un salaire de 6 000 € par mois plus des primes. J'ai déposé des fiches de paye des contrats de travail et des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers de Immobilière Delorme sur le nouveau compte courant de Rebecca. La salle d'audience a éclaté en murmures. Rebecca avait l'air d'avoir été giflée. Pierre me fusillait du regard. De plus, ai-je dit, élevant légèrement la voix pour être entendu au-dessus du brouhaha, Rebecca vit gratuitement dans une propriété appartenant à Monsieur Delorme depuis 2 semaines après notre séparation. Cette propriété est une maison de 500 mètres carrés dans le quartier des Collines-sur-Seine, évaluée à environ 1,2 million d'euros. J'ai montré des photos de la maison tirées des registres immobiliers publics et du site web du cadastre. Donc quand Maître Leblanc affirme que Rebecca a besoin de 4 000 € par mois de ma part pour maintenir son niveau de vie, la réalité est que le niveau de vie actuel de Rebecca dépasse de loin tout ce que nous avions pendant notre mariage. Elle gagne plus que ce que j'ai jamais gagné, vit dans une maison 3 fois plus grande que notre domicile conjugal et a accès à des ressources par sa relation avec Monsieur Delorme qui n'ont rien à voir avec ce que je pourrais lui fournir. La juge Fournier regardait Maître Sophie Leblanc avec une expression qui aurait pu geler l'eau. « Maître Leblanc, a dit la juge lentement, étiez-vous au courant de l'emploi de votre cliente lorsque vous avez déposé ces déclarations financières Maître Leblanc est resté figé un instant. Votre honneur, ma cliente m'a informé qu'il s'agissait d'un poste de consultant temporaire. 6 000 € par mois n'est pas un travail de consultant temporaire, ai-je dit. Et le contrat de travail que je viens de déposer montre qu'il s'agit d'un poste permanent à temps plein avec des avantages sociaux, une participation aux bénéfices et une voiture de fonction. J'ai sorti un dernier document. Ceci est le profil de Rebecca sur les réseaux sociaux du mois dernier, publié publiquement. Je vais lire la légende tellement reconnaissante de commencer ma nouvelle carrière chez Immobilière Delorme. Le travail de rêve avec l'homme de mes rêves. Je vis ma meilleure vie. La photo montrait Rebecca et Pierre devant le bâtiment de Immobilière Delorme. Elle tenait une plaque nominative où était écrit « Delorme, responsable senior de propriété ». Rebecca Delorme, ai-je répété. Elle utilise déjà son nom de famille « Votre honneur » sur les documents officiels de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, dans tous les aspects de sa nouvelle vie. Pourtant,
Elle demande à ce tribunal de croire qu'elle est une épouse démunie ayant besoin de l'aide de son ex-mari au chômage. Le silence dans la salle d'audience était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. La juge Fournier a posé son stylo et a regardé directement Maître Sophie Leblanc. « Maître, je vais vous poser une question directe et j'attends une réponse directe. Avez-vous sciemment soumis de fausses déclarations financières à ce tribunal ?» Le visage de Maître Leblanc avait perdu toute couleur. « Votre honneur, je me suis fié aux informations fournies par ma cliente. » Et c'est dit, et si a dit en bio. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous vérifié ces informations avant de les soumettre sous serment? Votre honneur, dans les procédures de divorce, nous faisons généralement confiance à nos clients pour fournir des informations financières exactes. Généralement, a dit la juge Fournier, sa voix comme de la glace, lorsque les clients disent la vérité. Mais quand il y a des signaux d'alarme suggérant le contraire, des avocats compétents enquêtent davantage. Avez-vous enquêté, Maître Leblanc? Le silence s'est étiré. Finalement, Maître Leblanc a dit doucement. Non, votre honneur. Votre honneur, ai-je dit. Je ne demande pas au tribunal de punir Maître Leblanc pour la malhonnêteté de sa cliente. Mais je demande au tribunal de considérer le contexte de cette requête en manquement aux obligations. Rebecca a constamment déformé sa situation financière, violé ses propres obligations de divulgation et utilise maintenant les pouvoirs de sanction du tribunal pour me punir de refuser de payer une prestation compensatoire dont elle n'a pas besoin et à laquelle elle n'a pas droit. Je me suis tourné pour faire face à Rebecca directement pour la première fois. « Tu voulais que j'aie l'air pauvre et désespéré devant ce tribunal, lui ai-je dit. Tu voulais que tout le monde pense que j'étais un incapable qui ne pouvait pas s'offrir d'avocat et ne pouvait pas honorer ses obligations. Tu comptais sur le fait que je sois trop intimidé ou trop ignorant pour me défendre. » Rebecca a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. « Mais tu as oublié quelque chose d'important, ai-je continué. Mon grand-père m'a appris que la loi est le grand égalisateur. Peu importe si tu as l'avocat le plus cher de la région ou si tu te représentes toi-même avec rien d'autre que la vérité. Ce qui compte, ce sont les faits, les preuves et l'intégrité pour les présenter honnêtement. » Je me suis retourné vers la juge Fournier. « Votre honneur, je demande à ce tribunal de rejeter la requête en manquement aux obligations de la demanderesse dans son intégralité. Les ordonnances que j'aurais prétendument violées n'ont jamais été correctement exécutées. La base factuelle des violations est fausse et la requête entière semble être une procédure abusive conçue pour me punir d'avoir refusé de céder à l'intimidation. De plus, ai-je ajouté, je dépose une contre-requête demandant au tribunal de reconsidérer entièrement l'ordonnance de prestation compensatoire compte tenu des fausses déclarations matérielles de la demanderesse concernant sa situation financière. » J'ai déposé cette requête sur le champ dans la salle d'audience. La juge Fournier s'est adossée à son fauteuil étudiant les documents devant elle. Le silence dans la salle d'audience était si profond que j'entendais mon propre cœur battre. Finalement, elle a parlé. « Je siège à ce tribunal depuis 30 ans. Pendant ce temps, j'ai vu beaucoup de plaideurs non représentés. La plupart d'entre eux sont mal préparés, émotifs et complètement dépassés par le système juridique. Monsieur Dubois, vous n'êtes pas comme la plupart des plaideurs non représentés. » Elle a regardé Maître Sophie Leblanc. « Mettre la requête en manquement aux obligations de votre cliente est rejetée. Non seulement rejetée, mais rejetée avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée sur les mêmes motifs. » Rebecca a haleté audiblement depuis l'assistance. « De plus, a poursuivi la juge Fournier, je fixe une audience dans 2 semaines à compter d'aujourd'hui pour examiner la requête de Monsieur Dubois en réexamen de la prestation compensatoire. Madame Delorme, et oui, je vous appelle ainsi puisque vous semblez le préférer, vous serez présente à cette audience et vous apporterez des déclarations financières complètes, exactes et vérifiées. Si je constate que vous avez de nouveau menti à ce tribunal, je renverrai le dossier au procureur de la République pour poursuite pénale pour parjure. » La juge s'est tournée vers moi. « Monsieur Dubois, je suis impressionné par votre préparation et votre conduite dans cette salle d'audience. Vous avez démontré que l'autoreprésentation, bien que difficile, n'est pas impossible lorsqu'elle est faite avec diligence et respect du processus juridique. Merci, votre honneur. » « Ne me remerciez pas encore, a-t-elle dit avec une pointe de sourire.
Vous devez encore traverser les négociations de liquidation du régime matrimonial, mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suppose que vous vous en sortirez. » Elle a déclaré l'audience levée. J'ai rangé la mallette de mon grand-père lentement, délibérément, tandis que la salle d'audience se vidait autour de moi. Rebecca et Pierre sont sortis précipitamment sans me regarder. Maître Sophie Leblanc est partie rapidement, son sang-froid professionnel gravement ébranlé. Alors que je marchais vers la sortie, un homme plus âgé en costume s'est approché de moi. Il avait des cheveux argentés et la prestance de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les salles d'audience. « Monsieur Dubois », a-t-il dit en tendant la main. « Maître Laurent Moreau, je suis avocat ici en ville. Je pratique le droit de la famille. J'ai suivi toute votre audience depuis le fond de la salle. » Et nous nous sommes serrés la main. « Je voulais vous dire, » a poursuivi Maître Moreau, « c'était l'une des plus belles plaidoiries que j'ai vues depuis des années. La façon dont vous avez démantelé cette requête en manquement aux obligations était magistrale. Merci, mais j'ai juste présenté les faits. » « Non, » a dit Maître Moreau, « vous avez fait bien plus que cela. Vous avez raconté une histoire. Vous avez fait en sorte que la juge voie la vérité derrière la manœuvre juridique. C'est l'art du droit, pas seulement la science. » Il m'a tendu sa carte de visite. « Si jamais vous avez besoin d'un co-conseil pour la liquidation du régime matrimonial, je serais honoré de travailler avec vous, sans frais, juste pour le privilège de vous voir travailler. » J'ai regardé la carte, touché par le geste. « J'apprécie beaucoup, Maître Moreau. »« Vraiment. Votre grand-père serait fier, » a-t-il dit. Je le connaissais d'ailleurs. Nous avons plaidé quelques affaires ensemble dans les années 80. Il m'a appris qu'être avocat, ce n'est pas gagner à tout prix. C'est servir la justice. Vous avez bien appris cette leçon. Ça n'a ici. Après son départ, je suis resté un instant, dans le couloir vide du palais de justice, la mallette de mon grand-père à la main. J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées à préparer cette audience, à lire la jurisprudence, à organiser les preuves, à répéter mes arguments devant le miroir de la salle de bain, comme une sorte de Rocky Balboa du droit. J'ai pensé au rire de Rebecca quand elle m'avait vu assis là seul. La façon dont elle avait supposé que mon manque d'avocat signifiait que j'étais vaincu avant même de commencer. Et j'ai pensé aux mots de mon grand-père prononcés il y a des années, quand j'étais juste un enfant. « Nicolas, l'argent peut acheter beaucoup de choses. De bons avocats, des costumes chics, des bureaux impressionnants, mais il ne peut pas acheter l'intégrité. Et en fin de compte, l'intégrité vaut plus que tout l'argent du monde. » L'audience de liquidation du régime matrimonial a eu lieu 2 semaines plus tard. Rebecca s'est présentée avec une avocate différente. Maître Sophie Leblanc s'était retirée de l'affaire, citant des différends irréconciliables avec la cliente. La vraie raison était probablement la plainte que j'avais déposée auprès de l'ordre des avocats après avoir découvert qu'elle avait soumis de fausses déclarations financières tout en ayant connaissance de leur fausseté. La nouvelle avocate, une jeune femme nommée Maître Clara Martin, était plus raisonnable. Lorsqu'elle a vu les preuves que j'avais compilées sur la situation financière réelle de Rebecca, elle a conseillé à sa cliente de transiger. Nous avons trouvé un accord en 3 heures. Rebecca a gardé la maison dans laquelle elle vivait avec Pierre, puisque c'était de toute façon sa propriété. J'ai gardé le compte de retraite que j'avais constitué pendant 12 ans de mariage. L'ordonnance de prestation compensatoire a été entièrement annulée compte tenu de l'emploi de Rebecca et de sa nouvelle relation. Alors que nous signions les documents finaux, Rebecca m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait peut-être à du regret, ou peut-être juste à de l'embarras. « Je t'ai sous-estimé », a-t-elle dit doucement. « Oui, » ai-je acquiescé. « Tu l'as fait. Je n'ai jamais su que tu pouvais faire tout ça. Les recherches juridiques, les trucs de tribunal. Tu n'en as jamais parlé. Tu n'as jamais demandé, » ai-je dit. En 12 ans de mariage, tu n'as jamais demandé ce que j'avais appris de mon grand-père. Tu n'as jamais demandé pourquoi il y avait des cartons de livres de droit dans le garage ou pourquoi je passais tant de temps à lire la jurisprudence pour le plaisir. Je pensais juste que tu étais bizarre. Je suis bizarre, ai-je admis. Mais bizarre n'est pas la même chose que stupide ou incompétent. Rebecca a signé le dernier document et s'est levée. Pierre veut se marier dès que le divorce sera prononcé. Félicitations. Tu es vraiment d'accord avec tout ça, a-t-elle demandé. Le divorce, que je refasse ma vie, tout. J'y ai réfléchi un instant. Honnêtement, oui, je le suis. Je t'ai aimé, Rebecca. J'ai aimé la femme que j'ai épousée il y a 12 ans. Mais en chemin, tu es devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus.
Quelqu'un qui pouvait rire de moi dans une salle d'audience, mentir à un juge sur ses finances et essayer d'utiliser le système juridique pour me punir de ne pas avoir abandonné sans me battre. Je suis désolée, a-t-elle dit. Et pour une fois, ça semblait sincère. J'espère que toi et Pierre êtes heureux ensemble, vraiment, et j'espère que tu as appris quelque chose de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Que l'argent, le pouvoir et les avocats chers ne te donnent pas raison, ça te rend juste cher. 6 mois après la finalisation du divorce, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un endroit modeste mais confortable dans l'ouest de la ville. J'avais trouvé un nouvel emploi. Rien d'aussi bien rémunéré que la manufacture Dupont, mais un travail stable et honnête dans une entreprise de logistique. Ma sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé maître Laurent Moreau debout avec une bouteille de Bourbon et un sourire. « Je me suis dit que vous aimeriez peut-être fêter ça », a-t-il dit en levant la bouteille. « Fêter quoi ?» L'avocate de votre ex-femme, maître Sophie Leblanc. L'ordre des avocats vient de rendre sa décision concernant votre plainte. Suspendue pendant 6 mois, formation déontologique obligatoire et mise à l'épreuve professionnelle pendant 2 ans après sa réintégration. Je l'ai laissé entrer et j'ai pris 2 verres. Je n'ai pas déposé cette plainte pour détruire sa carrière. « Je sais », a dit maître Moreau, nous versant à chacun des mesures généreuses. Vous l'avez déposée parce qu'elle a violé ses obligations éthiques. Mais les conséquences sont les conséquences. D'autres avocats y réfléchiront à 2 fois avant de soumettre de faux documents. Nous nous sommes assis dans mon salon 2 hommes qui avaient trouvé une amitié inattendue à travers le chaos de mon divorce. « Vous n'avez jamais pensé à faire des études de droit ?» a demandé maître Moreau. « Vous avez un talent naturel pour ce travail. » « J'ai 42 ans, Laurent, un peu tard pour commencer une nouvelle carrière. » Ma associée a commencé ses études de droit à 45 ans, a-t-il dit. La meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Et avec votre instinct et votre éthique de travail, vous feriez un avocat incroyable. J'ai siroté le Bourbon, y réfléchissant. Peut-être, mais pour l'instant, je suis juste heureux de retrouver ma vie. C'est juste, a dit maître Moreau. Mais si vous changez d'avis, vous avez un poste qui vous attend dans mon cabinet. Assistant juridique pour commencer, soutien pour la faculté de droit si vous le souhaitez. Je le pense vraiment. Nous avons bu en silence confortable pendant un moment. Vous savez ce qui est drôle, ai-je dit finalement. Rebecca avait raison sur une chose. Je ne pouvais pas me payer un avocat. J'étais fauché au chômage et complètement dépassé. Mais vous avez quand même gagné parce que vous aviez quelque chose de plus important que l'argent. Vous aviez la vérité et vous aviez les compétences pour la présenter efficacement. Mon grand-père m'a appris que la loi n'est pas une question d'être riche ou pauvre. C'est une question d'avoir raison. Maître Moreau a levé son verre. À votre grand-père et à vous pour avoir honoré son héritage. Nous avons trinqué. Je n'ai jamais fait d'études de droit, mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai appris pendant ces quelques mois où je me suis représenté moi-même. J'ai appris que le système n'est pas truqué contre le petit pas si le petit est prêt à faire le travail. J'ai appris que des avocats chers peuvent être battus par la préparation et la vérité. Et j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est juste se défendre avec dignité et intégrité. Rebecca et Pierre se sont mariés 3 mois après la finalisation de notre divorce. Selon des amis communs, le mariage a duré 18 mois avant que Pierre ne demande le divorce, citant des différends irréconciliables et une fraude financière. Apparemment, Rebecca avait caché des dettes et des dépenses, mentant sur l'argent de la même manière qu'elle avait menti au tribunal pendant notre divorce. Je n'ai pas célébré quand j'ai appris la nouvelle. Je ne me suis pas senti vindicatif ou satisfait. J'ai juste été triste que Rebecca n'ait rien appris de notre expérience. Quant à moi, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau environ 1 an après le divorce. Elle s'appelle Éléonore et c'est une bibliothécaire qui partage ma drôle d'habitude de lire des décisions de justice pour le plaisir. Quand je lui ai raconté mon expérience au tribunal, elle ne s'est pas moquée de moi et n'a pas pensé que j'étais fou. Elle a trouvé ça impressionnant. « Tu t'es défendu », a-t-elle dit, « même quand tout le monde pensait que tu échouerais. Il faut du courage pour ça. » « Il a fallu du désespoir, ai-je corrigé. Je n'avais pas d'autre choix. »« Tu as toujours le choix, » a dit Éléonore. « Tu aurais pu abandonner. Tu aurais pu accepter la version de la réalité de Rebecca. Tu aurais pu laisser son avocate te piétiner. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de te battre. Et tu as choisi de te battre intelligemment. » Nous sommes ensemble depuis 3 ans maintenant.
Pas de précipitation pour se marier. Nous apprécions juste de construire quelque chose de réel, quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Parfois, je croise encore maître Sophie Leblanc en ville. Elle évite le contact visuel, traverse la rue quand elle me voit arriver. Je ne lui en veux pas. J'ai détruit son record parfait et lui ai coûté 6 mois de sa carrière. Mais je ne me sens pas coupable non plus. Elle a enfreint les règles et s'est fait prendre. C'est ainsi que le système est censé fonctionner. Maître Laurent Moreau et moi déjeunons une fois par mois. Il essaie toujours de me recruter dans son cabinet et je décline toujours poliment, mais il est devenu un bon ami et un mentor d'une manière qui n'a rien à voir avec le droit. « Vous savez à quoi je pense maintenant quand je suis au tribunal ?» m'a-t-il dit lors de notre dernier déjeuner. « Je pense à vous debout seul face à l'une des meilleures avocates de divorce de la région, avec rien d'autre qu'une mallette usée et la vérité. Cela me rappelle pourquoi je suis devenu avocat en premier lieu. » La mallette de mon grand-père repose maintenant sur une étagère dans mon bureau à domicile. Je ne l'utilise plus pour le travail, mais je la garde près de moi. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce jour au tribunal. Le jour où Rebecca s'est moquée de moi. Le jour où j'ai prouvé que l'on n'a pas besoin d'argent, de pouvoir ou de relations pour obtenir justice. On a juste besoin de courage, de préparation et de la volonté de défendre ce qui est juste. C'est la leçon que mon grand-père a essayé de m'enseigner toute ma vie. Il a juste fallu tout perdre pour enfin la comprendre.